Le défunt guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, dont on a vu les funérailles aujourd'hui, j'ai d'ailleurs montré les images de la cérémonie, a tout remodelé après Khomeini. Vous savez, dans le système politique iranien, il y a plusieurs institutions qui communiquent entre elles. J'ai expliqué que le guide suprême est choisi par l'Assemblée des experts en Iran. J'ai aussi parlé du Conseil du discernement, mais c'était une erreur de ma part. Je me suis trompé en le mentionnant. En réalité, il existe plusieurs organismes au sein du gouvernement iranien, donc il y a bien un système en place. Si j'en parle, c'est parce qu'en Occident, on n'explique pas vraiment comment fonctionne l'Iran en pratique. Il faut comprendre un système. Si vous êtes l'ennemi de ce système, ou si vous voulez le détruire, vous devez au moins savoir ce qu'il contient. Quels en sont les éléments et comment il fonctionne. Alors, il y a l'Assemblée des experts, qui regroupe en fait les élites élues par le peuple. Les gens votent généralement pour eux. Ils sont choisis par le vote du peuple iranien. Les électeurs se rendent aux urnes. Ils votent pour ces personnes. Et celles-ci siègent ensuite à l'Assemblée des experts. C'est cette assemblée qui choisit le guide suprême de l'Iran. Et puis, il y a une autre institution très importante, le Conseil des gardiens. Le Conseil des gardiens et le Conseil de discernement de l'intérêt supérieur du régime travaillent ensemble. Ce qui se passe d'habitude au Parlement iranien, quand il y a des désaccords, c'est qu'on voit 2 ou 3 partis s'affronter. Chacun veut faire adopter sa propre résolution. Une fois qu'une résolution est votée au Parlement, elle doit ensuite être envoyée au Conseil des gardiens pour être ratifiée. C'est une étape essentielle. Ce n'est pas le Parlement qui a le dernier mot. Après le vote, il faut obligatoirement la soumettre au Conseil des gardiens pour approbation. Et quand il y a un désaccord entre le Parlement iranien et le Conseil des gardiens, une autre instance entre en jeu, qu'on appelle le Conseil de discernement. Alors ils décident qui a raison, qui a tort, et dont la compréhension de cette résolution est la meilleure. Ils peuvent voter en faveur du Parlement ou bien en faveur du Conseil des gardiens. C'est comme ça que ça fonctionne en Iran. Ce système a été mis en place à l'époque du premier guide suprême Khomeini, mais tout le processus de communication entre les différentes parties du gouvernement iranien a été amélioré sous la direction d'Ali Khamenei. C'est donc l'un de ses accomplissements. Si on regarde les institutions ou les organisations aujourd'hui, c'est devenu très complexe, la communication. J'essayais de simplifier ce qui se passe, mais en réalité, c'est encore plus compliqué qu'avant. Et puis, il y a le Conseil de sécurité iranien. Le Conseil de sécurité iranien, en fait, ils l'appellent le Conseil suprême de sécurité nationale. Vous voyez, tous les principaux responsables en Iran en font partie. Il y a le président de la République, le président du Parlement, le chef du système judiciaire, le chef de l'armée, le commandant des gardiens de la Révolution, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur et le ministre du Renseignement. Tous font partie de ce Conseil de sécurité. Et, vous savez, la plupart d'entre eux ne dépendent pas vraiment du Parlement, ni du gouvernement iranien. En plus, il y a 2 membres qui viennent directement du guide suprême de l'Iran. Ces 2 membres sont choisis par lui et siègent aussi au sein de ce Conseil de sécurité. Ils font partie du Conseil de sécurité. Et aujourd'hui, le Conseil de sécurité joue un rôle essentiel dans la guerre. En gros, quand le conflit a éclaté entre l'Iran et les États-Unis, c'est le Conseil de sécurité qui a pris les principales décisions sur la guerre elle-même, sur sa poursuite et sur la stratégie à adopter. Parce que toutes ces personnes se réunissent, échangent, discutent et cherchent des solutions à ce qui se passait avant, pendant et après la guerre. C'est comme ça que ça fonctionne.
Je pense que ce qui est vraiment important à propos du guide suprême de l'Iran, c'est qu'il a mis en place un nouveau système dans le pays, à la fois politique et militaire. Sur le plan politique, aujourd'hui, l'Iran n'est plus dépendant. Ça a toujours été comme ça quand on parle de l'histoire de l'Iran. On a eu des royaumes, une très longue histoire. L'Iran n'est pas un jeune pays, c'est un pays très ancien, avec un vrai passé. Certains livres disent qu'il y a 7000 ans de civilisation. En réalité, ça remonte encore bien plus loin. Mais si on regarde les royaumes, les rois d'Iran à travers les différentes dynasties, on parle d'environ 2500 ans, même plus, de monarchies successives. Vous voyez, l'héritage vient de là, des royaumes, des rois. L'Iran a toujours eu un roi au sommet. Le roi était responsable de tout. Tout le monde sait comment fonctionnaient les royaumes. Donc, même avant la révolution en Iran, on avait un roi. Quand le roi est arrivé, le Shah d'Iran, quand il a quitté l'Iran, tout le système s'est effondré du jour au lendemain. Ça a montré à quel point tout reposait sur une seule personne. Et cette personne n'était plus là. Le système entier allait s'écrouler, d'une manière ou d'une autre. C'était en quelque sorte le résultat de toute l'histoire de la civilisation iranienne. En fait, tout tournait autour du royaume, du pouvoir royal, et c'était lui qui décidait de tout, qui était responsable de tout. Vous savez, en 1953, il y avait un premier ministre démocratiquement élu par le peuple iranien qui a été renversé par la CIA et le Mossad, Mohammad Mossadegh, et il a été écarté au profit du Shah d'Iran. Et puis, après la destitution de Mossadegh, on ne voit plus vraiment de processus démocratique en Iran pour choisir les représentants ou les responsables. Il n'y en avait pratiquement pas. Pour ce qui est du président ou du guide suprême, enfin, à l'époque ce n'était pas encore un guide suprême, le roi d'Iran était en fait responsable de tout. Il devenait le dirigeant absolu, la seule véritable puissance du pays. Alors quand la révolution est arrivée, puis, dans les années qui ont suivi, avec l'arrivée du nouveau guide suprême en 1989, c'est-à-dire l'actuel guide, Ali Khamenei, le système avait déjà changé. À ce moment-là, Khomeini n'avait plus vraiment autant de pouvoir, parce que lorsqu'il était guide suprême, tout tournait autour de la guerre, de sa gestion et de ses conséquences. Mais ensuite, il est tombé malade et a été hospitalisé. Il y a eu beaucoup de problèmes. En gros, c'était une situation nouvelle pour le nouveau guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, à cette époque. Il devait tout recommencer, poser de nouvelles bases. Et beaucoup de gens essayaient de présenter le système iranien comme un système entièrement dépendant d'une seule personne. Si cette personne disparaissait, tout s'effondrerait. Mais avant que la guerre ne commence entre l'Iran et les États-Unis, certains disaient que ce n'était pas vrai, que c'est pas comme ça que fonctionne l'Iran. Mais vous savez, il y a toujours ces soi-disant experts de l'Iran, à l'extérieur du pays, qui essaient de vendre. Je ne sais même pas comment dire. Enfin, il y a toutes sortes de gens à l'étranger qui se présentent comme des experts de l'Iran. Et on les voit sur CNN, sur Fox News, ces gens proches du fils du Shah d'Iran, vous savez, Reza Pahlavi, ou d'autres du même cercle. Leur principal argument, c'était que tout le système allait s'effondrer, qu'il fallait lancer quelque chose contre l'Iran. Mais ils ignoraient complètement le fait que, justement, la transformation à l'intérieur du gouvernement iranien a été tellement profonde que le système ne dépend plus d'une seule personne. Je pense que ce que la tentative d'assassinat contre Ali Khamenei a démontré, c'est que tout le système, sa puissance, sa force, sa solidité, peut continuer à fonctionner par lui-même. Et ça a surpris beaucoup de gens.
surtout ceux qui, à l'extérieur de l'Iran, se présentent comme des experts iraniens, ou ceux qui s'appuient sur ces soi-disant experts, souvent liés à des ONG qui essaient de redéfinir l'Iran à leur manière. Non, c'est là le problème. Quand on paye quelqu'un pour faire quelque chose, il va dire exactement ce qu'on veut entendre. C'est ça le vrai problème. Tout le système est profondément corrompu. Et quand on leur demande d'expliquer comment fonctionne l'Iran, ils finissent par dire « L'Iran, c'est ceci, c'est cela, c'est un régime, le peuple n'est pas content, les gens descendent dans la rue. » Le peuple veut renverser le régime, et donc le régime s'affaiblit au fil du temps. Ils sont vraiment faibles. L'armée n'est pas si puissante. Ils essaient de tout contrôler. L'économie est sous la coupe des gardiens de la révolution et de leurs proches. La corruption est à un niveau incroyable. Plus rien ne fonctionne. Tout s'effondre. C'est, en gros, ce que disent les experts iraniens à l'étranger. Mais il faut comprendre. Il faut être honnête avec soi-même. Ces gens-là ne nous disent pas ici quelle est la réalité. La réalité, c'est que le système était extrêmement puissant, totalement indépendant des personnes qui dirigeaient ces organisations, ces institutions. Vous en retirez une, vous la remplacez par quelqu'un d'autre. Ça ne change rien. Avec tous ces assassinats, imaginez simplement combien de commandants iraniens ont déjà été tués jusqu'à présent. Des scientifiques iraniens, des commandants iraniens, le guide suprême de l'Iran. C'était énorme pour n'importe quel pays. Mais ce genre de stratégie d'assassinat vient d'un manque de compréhension du système. Et quand on ne comprend pas, on fait de mauvais choix. On prend de mauvaises décisions vis-à-vis de cette société ou de ce pays, en l'occurrence l'Iran. L'idée, c'était que si on éliminait le guide suprême, tout le système allait s'effondrer. Que les gens allaient se battre entre eux pour le pouvoir à l'intérieur du pays. Et ensuite, les États-Unis arriveraient en disant « On va soutenir tel groupe plutôt que tel autre. On va placer quelqu'un à la tête de l'Iran et on va récupérer le pétrole iranien, celui qui avait été perdu lors de l'invasion britannique. » Les États-Unis, enfin j'ai oublié de préciser que, après la destitution de Mossadegh, en 1953, l'un de ses grands accomplissements, c'était la nationalisation du pétrole iranien, qui était alors sous contrôle britannique. Vous savez, il était vraiment important. Il est toujours essentiel dans l'histoire de l'Iran. À chaque fois que j'en parle, je mentionne Mohammad Mossadegh, parce que cet homme est tout simplement incontournable dans l'histoire iranienne, et personne ne peut l'ignorer. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle la CIA et le MI6, à l'époque, l'ont renversé. Le Shah, lui, collaborait plus ou moins avec eux. Mais Mossadegh, lui, n'était pas vraiment dans cette logique de coopération avec l'Occident. Il se préoccupait avant tout du peuple iranien et de l'Iran en tant que nation, plutôt que de collaborer ou, d'une certaine manière, de vendre les ressources iraniennes à l'Ouest. Donc, tout le concept de l'administration Trump, la guerre contre l'Iran, reposait sur une stratégie du même type. Même si on lançait quelque chose contre l'Iran, si on retirait le guide suprême iranien. Vous voyez, ces gens à l'intérieur de l'Iran, comme ils essayent de le dire, encore aujourd'hui, Donald Trump continue d'affirmer qu'ils se battent entre eux, qu'ils se disputent. Et donc, voyons ce qui se passerait. Il y a des gens en Iran qui veulent discuter avec nous. Il y en a d'autres qui sont contre nous. Oui, dans une certaine mesure, c'est vrai, parce que c'est comme ça que fonctionne chaque pays. Il y a toujours des différences dans les façons de penser et dans les stratégies à l'intérieur d'un système, parce que ce n'est pas une dictature. L'Iran, c'est tout sauf une dictature. Il n'y a pas de dictature. Vous savez, beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas vraiment comment fonctionne le système en Iran. Mais il n'y a pas de dictature à l'intérieur de ce système. Vous voyez, la plupart des responsables passent leur temps à critiquer le système dans son ensemble.
À chaque fois, ils sortent et disent « Cette partie ne marche pas. Celle-là non plus. Celle-ci est trop corrompue. » Ce n'est pas nouveau. Parce que quand on imagine que le système est une dictature, alors ces différences paraissent plus marquées. On se dit, si dans une dictature, ces gens parlent de corruption, c'est qu'ils s'opposent au dictateur du pays. Donc, c'est important. Et à partir de là, on se dit, on peut les mettre à la place. On peut remplacer la direction par ces gens-là. Ça veut dire que le système se fissure de l'intérieur, ce qui n'était pas le cas avant d'ailleurs. L'Iran, c'est un peu comme ici au Brésil. J'habite ici au Brésil et je vois le système, les deux partis qui se battent entre eux. En fait, dans presque tous les pays, on voit ces forces au sein de la société qui s'affrontent. Elles essaient de redéfinir la stratégie du pays, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et sur la politique étrangère, elles ont leurs désaccords. À l'intérieur du pays aussi, elles ont leurs désaccords. C'est pareil en Iran. Il y a les réformistes, les conservateurs, et puis ceux qui se trouvent entre les deux. Voilà, c'est une société. C'est la réalité. Ce sont des gens. Ce sont des êtres humains. Il faut bien comprendre ça. Et il n'y a rien qui ressemble à une dictature. Ceux qui essaient de faire passer ce discours en disant que c'est une dictature, un régime, que tout s'effondre, et ainsi de suite. À mon avis, ils essayent surtout de manipuler l'opinion en Occident. Et je ne rejette pas la faute sur ces gens-là, ces soi-disant experts iraniens à l'étranger, parce qu'ils sont payés par les ONG elles-mêmes, par le gouvernement des États-Unis, qui veut entendre ce genre d'arguments, ce genre d'expertise. Donc au fond, ils se trompent eux-mêmes en manipulant la compréhension générale. Ce sont eux qui manipulent l'information. Ce n'est pas à cause de ces experts. Ils les poussent dans cette direction. C'est tout le problème du système. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. J'ai vu la même chose avec la Russie. J'ai vu la même chose avec la Chine. Et on voit ces soi-disant experts venir parler de ces pays, mais ils n'y comprennent rien. Ils n'ont aucune idée de la réalité de ce qui s'y passe. Il y a un énorme vide, vraiment, dans la politique étrangère des États-Unis et du pays en général. Les États-Unis jouent un rôle tellement important. Quand on parle du déclin d'un empire, parce que oui, le déclin est en cours, ça ne veut pas dire que les États-Unis, en tant que superpuissance, vont disparaître de la scène. Non, ce n'est pas ça. Les États-Unis vont être, enfin, je dirais plutôt que les États-Unis sont un pays très important. Leur influence, que ce soit par la puissance du dollar, la force de leur système économique ou leur puissance militaire, est considérable. C'est un acteur majeur. Et si on part du principe qu'il existe trois superpuissances, la Russie, la Chine et les États-Unis, c'est bien cette vision-là dont on parle. Pendant très longtemps, les États-Unis ont été la seule superpuissance. Et imaginez un peu, avant le début de cette guerre, beaucoup de gens pensaient que si les États-Unis décidaient d'attaquer l'Iran, de lancer une guerre, même avec le soutien d'Israël dans la région, ils allaient tout renverser. Et beaucoup de ces gens-là, ces responsables politiques, ces réformistes, je dirais, ont adhéré à cette idée, à ce concept, selon lequel ce serait la fin. Mais qui s'y opposait? Ces conservateurs en Iran. Ils ont dit non, ça n'arrivera pas. On va se battre. On ne va pas plier. Et pour être honnête, ils avaient raison. Oui, ils avaient raison. Alors, si on revient à ce qui s'est passé avec la direction iranienne, il a créé tout ça, la guerre. Je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est qui est en train de gagner? Qui a l'avantage dans le conflit actuel entre l'Iran et les États-Unis? Moi, je dirais que c'est l'Iran qui a l'avantage. Et comment l'Iran a-t-il réussi à en arriver là? Est-ce qu'ils y sont parvenus en négociant avec les États-Unis? Est-ce que c'est le résultat des négociations? Non, ce n'est pas le résultat des négociations. Malheureusement, tout le système, toute la politique étrangère des États-Unis repose
sur un jeu à somme nulle. The foreign policy of the United States is based on zero-sum game.